Dans une conférence de 1954 à la New School for Social Research à New York, conférence traduite en français par Françoise Collin en 1986 dans les cahiers du Griffe, Arendt analysait la difficulté de la philosophie à traiter des choses politiques depuis son royaume qui est celui de la pensée solitaire en retrait du monde. La pensée philosophique abrite certes une conversation intérieure, un deux en un, comme dit Arendt, mais son désir d'atteindre la cohérence, l'unité, désir louable dans son espace à elle, peut se muer lorsqu'il s'agit de retrouver le monde de la pluralité humaine qu'est la politique en une souveraineté tyrannique, je la cite. Chez Platon, qu'elle admire par ailleurs, cela a produit dans le dialogue La République, je la cite encore, le règne tyrannique du roi philosophe, et tout cela évoque sous sa plume un clair désir de dompter la multitude. Dans un autre texte de 1969 intitulé « Martin Heidegger à 80 ans », Arendt évoque, je cite, « le penchant tyrannique qui peut se constater dans leur théorie chez presque tous les grands penseurs, ajoutant que Emmanuel Kant est la grande exception. Et si les phrases qu'elle a eues sur Heidegger apparaissent insuffisamment sévères, il reste que Heidegger est pour elle le type même du philosophe professionnel, ou, pour citer cette fois le premier volume de l'œuvre ultime d'Arendt intitulée La vie de l'esprit, du spécialiste de la philosophie, prompt à transformer fallacieusement les significations qu'il trouve en pure et simple vérité, transformation qui pour Arendt favorise des comportements politiques dangereux, et sur cela, elle est très claire. Le problème de fond dans les rapports entre philosophie et politique, c'est ce que Claude Lefort, très arendtien, appellera plus tard le désir de l'un, de l'unité parfaite, désir qui incite le philosophe à brutaliser la multiplicité imparfaite des choses politiques. Loin de cette attitude, Arendt approfondit au contraire une pensée de la pluralité, terme qui est le maître mot de sa réflexion sur la démocratie. Nous en parlons ce matin. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. C'est vous qui avez traduit ce texte, Martin Heidegger à 80 ans, il y a un certain temps. Vous faites partie des tout premiers, il faudrait dire des toutes premières philosophes, car le plus souvent, c'était des femmes ayant travaillé en France sur l'œuvre d'Arendt. Vous êtes philologue et philosophe, Barbara Cassin, vous avez travaillé sur l'œuvre d'Arendt il y a longtemps, vous êtes, et toujours, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie française. Ce n'est sans doute pas un hasard, beaucoup de vos travaux, mais pas tous, mais beaucoup portent sur la Grèce ancienne et ses sophistes que Platon méprisait alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur la vie démocratique. Vous nous parlerez de l'importance des Grecs pour Arendt, mais aussi des Romains. Et bonjour Sophie Guérard de la Tour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de philosophie contemporaine et notamment des lectures actuelles d'Arendt, qui se diversifient, qui créent des débats, notamment au sein de courants réfléchissant à la notion de république. Alors pour entrer dans le cœur du sujet, la démocratie et la politique pour Arendt, voici un texte d'elle, un extrait de La condition de l'homme moderne, publié en 1958. Elle explique que dans la politique, des acteurs ou des agents divers engagent des processus dont personne, cependant, ne peut être tenu pour l'auteur. Le domaine des affaires humaines consiste dans le réseau des relations humaines, qui existe partout où des hommes vivent ensemble. À cause de ce réseau déjà existant des relations humaines, avec ses innombrables conflits de volonté et d'intention, l'action n'atteint presque jamais son but. Mais elle produit, intentionnellement ou non, des histoires, aussi naturellement que la fabrication produit des objets. Ces histoires nous en disent plus sur leur sujet, le héros qui est au centre de chaque histoire, qu'aucun produit des mains humaines sur le maître qui l'a fabriqué. Et cependant, ce ne sont pas des produits à proprement parler. Bien que chacun commence sa vie en s'insérant dans le monde humain par l'action et la parole, personne n'est l'auteur ou le producteur de l'histoire de sa vie. En d'autres termes, les histoires, résultats de l'action et de la parole, révèlent un agent. Mais cet agent n'est pas auteur, n'est pas producteur. Quelqu'un a commencé l'histoire et en est le sujet au double sens du mot, l'acteur et le patient. Mais personne n'en est l'auteur. Barbara Cassin, qu'est-ce qui est important dans ce texte d'Arendt ? Ce qui est important, c'est le rapport entre l'histoire
qu'on peut mettre avec un grand H, et les histoires de chacun, et le fait que chacun de nous est un commencement. Ça, c'est quelque chose à quoi Arendt tient beaucoup, hein, le miracle de la naissance, même, dit-elle. Chacun de nous est un commencement qui travaille à l'aveugle, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce qui arrive, il le devine pas, il le sait pas, il le fabrique pas. Donc, c'est la différence entre l'acteur et l'auteur. Chaque vie est une performance, et chaque histoire mérite d'être racontée. Voilà, c'est ça ce que je trouve très intéressant. C'est, au fond, l'absence de domination. Oui. On n'est pas maître chez soi. C'est encore une autre manière de ne pas être maître chez soi. Non seulement on a... la Terre ne tourne pas... Enfin... etc. C'est une planète. Non seulement on a un inconscient, etc. Mais en plus, on n'est même pas auteur de sa propre histoire. Alors, bien qu'on le soit. Oui. Et en même temps, il s'agit d'un extrait particulier dans la partie de ce livre de 1958 où Arendt évoque l'action. Quelques mots là-dessus. Il y a dans la vie active, dit-elle, 3 domaines. Le travail, nous en parlerons longuement demain, notamment son dialogue avec Marx. L'œuvre ou la fabrication, ou justement, puisque vous avez employé le mot, Barbara Cassin, là on est auteur de... Et dans l'œuvre, il peut y avoir l'artisanat, il peut y avoir des choses que nous faisons, des produits finis, qui nous survivent d'une certaine façon, et dont nous sommes auteurs, des livres, mais des objets, etc. Et puis, il y a l'action. Et donc, elle évoque cette non-maîtrise dans le domaine de l'action, qui est celui de la politique, par différence avec la logique de la fabrication. Est-ce que vous pensez que ce point qui est central et qui interroge aussi les philosophes, on va dire pourquoi, est bien perçu et compte aujourd'hui en philosophie politique, vous qui êtes une spécialiste d'un tas de débats et d'un tas de lectures d'Arendt, Sophie Guérard de la Tour? Oui, alors par cette distinction entre l'action et l'œuvrer, en fait, Arendt met en avant la spécificité de la politique comme étant liée à la parole et à cette spontanéité de la parole qu'a rappelé Barbara Cassin, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas maître complètement du devenir de ce que l'on dit, à cette seconde naissance quasiment qu'est la parole, le moment où on immerge sous les yeux des autres en disant quelque chose. Ce qui conduit à penser la politique pour Arendt, selon, et là elle s'inspire des Grecs, selon le modèle des arts performance, comme l'art du flûtiste, plutôt que selon le modèle des arts production, comme l'art du charpentier. Précisément parce que la politique existe dans cet instant où on communique son opinion propre face aux autres, donc dans l'espace public. Et cette conception de la parole, avec tout ce qu'elle implique d'imprévisibilité, du caractère irréversible de ce que nos paroles vont devenir, effectivement, a été repris dans les approches contemporaines, notamment par une philosophe néo-républicaine, Ise Onohan, qui insiste sur le fait que cette conception de l'action politique n'est pas... dédouane Arendt des accusations de vouloir défendre une liberté des anciens qui serait fondée sur une vertu héroïque conçue comme maîtrise de soi, comme souveraineté sur soi-même, chose qu'Arendt critique radicalement en montrant que cette conception de la souveraineté sur soi est en fait une déformation liée à la tradition philosophique, tradition platonicienne qui a transformé, travesti le sens de la liberté en la pensant sur le modèle de la volonté. La volonté individuelle qui ensuite peut être étendue à la volonté collective. Donc souveraineté sur soi ou souveraineté d'un peuple sur lui-même, chose qui est complètement étrangère à la pensée arendtienne, laquelle justement ne raisonne pas du tout en termes de souveraineté sur soi, mais où la liberté devient un rapport de soi à soi-même, mais plutôt en envisageant la liberté au pluriel, puisque la pluralité est la loi du monde, comme elle le dit, et en envisageant la liberté comme commerce avec les autres, ce qui implique justement cette mise en avant de l'action, puisque l'action, c'est toujours ce qui se dit, ce qui se fait sous le regard des autres, et qui permet justement de construire cette histoire collective dans le monde qui est partagé, le monde commun. Alors, il y a de l'héroïsme dans l'action, dans le domaine politique. Le mot héros est au cœur de l'extrait que nous avons lu.
Qu'est-ce que ça veut dire pour Arendt, alors, l'héroïsme, si ce n'est pas la souveraineté de la volonté Qu'est-ce que c'est? C'est le regard des autres, c'est le récit qui restera de nous dans notre engagement politique? Oh, Arendt dit, bon, elle est très aristotélicienne, hein, et elle est très grecque en cela. Elle est aussi romaine, on verra. Mais elle est très grecque en cela que les Grecs pensent, la solution des Grecs à la brièveté ou à la légèreté des affaires humaines, c'est Homère. Oui. Donc c'est le récit des héros. Et c'est là-dessus que on peut dire un ensemble, une culture, des gens très différents se rejoignent et font la Grèce. Bon. Donc le héros, c'est ça. C'est un héros d'histoire. C'est celui dont on raconte les histoires. Et ces histoires, les histoires du héros, elles font l'histoire. Et donc il y a un paradoxe de quelqu'un qui est mortel et qui ne maîtrise pas tous les processus qu'il a engendrés, nous venons de le dire, et qui en même temps, dit-elle, peut s'immortaliser, Antanatzein en grec, si je ne me trompe pas, grâce au à récit. l'héroïsme et au récit. Grâce au récit. C'est-à-dire qu'on retrouve là le langage. Grâce au récit qu'on fait, grâce à ce qu'on raconte de lui. Et sans Homère, il n'y aurait pas Achille, il n'y aurait pas Ulysse. Donc voilà, c'est eux les héros, mais grâce à la parole d'un inconnu, peut-être de quelqu'un qui n'a jamais existé, et peut-être justement, si Homère n'a jamais existé, si c'est un jugement de goût, comme dit Nietzsche, c'est peut-être que ce dont il s'agit, c'est une parole plurielle. Et on se retrouve immédiatement dans la grande théorie, mais je n'ose même pas dire théorie, dans la grande vérité d'Arendt, qui est qu'il n'y a pas de politique sans pluralité. La politique est une affaire de plusieurs. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas une affaire de philosophes qui sont toujours tentés par l'un comme par une déformation professionnelle. Alors parlons-en un peu. Peut-être qu'au fond, Homère parle mieux de la pluralité et de l'héroïsme au sein de plusieurs. Après tout, Achille s'engueule avec Agamemnon, c'est très important pour que justement il retourne au combat. Enfin, il y a de la conflictualité, il y a des affrontements, il y a des amitiés, il y a des attachements. Homère, c'est presque le modèle du récit. Alors que la philosophie politique a tendance à créer des auteurs de choses maîtrisées quand elle parle de politique, à faire comme si c'était une logique de fabrication et d'œuvre plutôt que d'action, pour reprendre les termes d'Arendt. Bon, c'est-à-dire que là, on a la grande différence grecque, elle est entre praxis et poiesis. Bon, la poiesis, voilà, le praxis pratein, c'est faire, agir, et on fait des actions, donc il y a un complément, on fait des trucs, bon. Et poiesis, on construit, on invente et on largue, d'une certaine manière. On largue pour la suite. Et c'est ce que fait Homère. C'est-à-dire que les petits Grecs, ils apprennent à lire dans Homère, mais alors quand on apprend à lire dans quelque chose comme ça, après, on devient grec, quoi. Donc c'est cette connexion-là qui est très extraordinaire et qui est très, comment dire, Arendt, elle est naturellement aristotélicienne. C'est-à-dire que justement, elle est non platonicienne, on ne va pas chasser les poètes, au contraire, on se laisse guider par eux. Hein, et c'est eux qui nous fabriquent. Est-ce que vous avez envie de dire un mot, Barbara Cassin, du philosophe professionnel? Ah, le philosophe professionnel. Tel qu'en parle Arendt. Arendt parle de ça dans un petit texte qu'on a publié à la fin de Vie politique, Men in Dark Times, qui était quand même, ça aurait été quand même mieux de le titrer Les hommes des sombres temps. Oui. Bon, l'éditeur a voulu que ça s'appelle Vie politique, et à la fin de Vie politique, on a un petit texte que Arendt a écrit pour l'anniversaire de Heidegger. Et là, elle dit très clairement que c'est quand même... Elle n'est pas philosophe. Elle n'est pas philosophe politique. Elle ne supporte pas ce mot-là. Elle est penseur de théorie politique. Mais elle n'est certainement pas philosophe politique. Et parce que depuis Platon jusqu'à Heidegger, ça n'est plus possible. Parce que la déformation professionnelle des philosophes fait que finalement, dans leur souci de l'un, dans leur souci... je ne sais pas comment dire...
d'une conception bien close et bien forte, eh bien, ils sont les amis des tyrans et voilà, des dictateurs. Donc, Platon va chez Denis de Syracuse et puis il y retourne. Et Heidegger, on sait qu'il n'a pas de dégoût du nazisme. Donc voilà, ça c'est très clair. La déformation professionnelle, ça tient au fait qu'ils sont plutôt mono que pluri. Et c'est-à-dire que, comme elle dit, la politique, c'est une affaire de lion, L-I-O-N-S, Oui. avec un petit L, et pas une affaire de lion, L majuscule, et au singulier. Voilà. Merci pour cette explication qui est très claire. Et évidemment, je me tourne vers vous, Sophie Guérard de La Tour, parce que ça complique aussi la lecture d'Arendt. Il faut sentir cela très fort chez elle pour la lire en évitant d'unifier trop, en étant respectueux de son propre amour de la pluralité, des choses singulières, et éviter d'avoir des lectures qui créent, je dirais, une sorte d'esprit de système. Bon, vous travaillez sur des gens qui lisent Arendt, qui discutent, qui s'affrontent sur la notion de démocratie, sur la notion de république. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces débats sont respectueux de ce problème de fond chez Arendt? Attention à la philosophie politique. Alors tout à fait, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière, parce que je voulais réagir à ce qui a été dit avant sur la question d'histoire, avec un grand H ou des histoires. En fait, ce qui me paraît important, c'est de ne pas, dans la distinction analytique qu'Arendt fait entre les modalités de l'activité humaine, de ne pas trop séparer ce qui relève de l'action et de l'œuvre, dans la mesure où ça se chevauche en partie. L'histoire, justement, montre ce moment où une parole ou une action héroïque d'une personne va se sédimenter dans un récit qui sera écrit dans un livre, qui sera répété des générations plus tard. Et donc voilà, le livre d'histoire, la trace écrite ou n'importe quelle trace culturelle au sens d'artefact chez Arendt de ce passé va faire partie d'une forme de sédimentation de l'action. Et donc ça permet d'introduire ce concept qui est fondamental pour elle, c'est l'objectivité telle que les historiens grecs l'ont établie, c'est-à-dire non pas une objectivité scientifique, justement celle que vous décriviez en parlant de la déformation professionnelle des philosophes, mais une objectivité qui repose sur des récits qui change de perspective. Elle dit que la grande nouveauté de l'histoire grecque, ça a été justement d'être capable de raconter les actions héroïques à la fois des Grecs et de leurs ennemis. Et en ce sens, de montrer que l'objectivité, quand on prend au sérieux la pluralité du monde et des êtres humains, c'est pas une objectivité en surplomb qui cherche à transcender la réalité matérielle du monde, mais c'est une objectivité que je dirais horizontale, perspectiviste, qui consiste à confronter des perspectives plurielles sur un même événement. Et donc, l'histoire, en fait, la res gestae, telle qu'on en hérite de génération en génération, c'est aussi cette façon de se raconter le monde commun et de donner sens à ce monde qui est un monde, je le rappelle chez Arendt, d'artefacts, c'est-à-dire des bâtiments, des rues, des monuments, des œuvres, au sens large du terme. Et tout ce monde prend sens aussi parce que nous héritons des actions passées. Et donc, à l'époque contemporaine, on peut, et j'en dirai peut-être un mot plus tard, plus longuement, mais on peut réinterpréter cela en insistant sur l'importance dans la délibération démocratique d'intégrer cette pluralité de perspectives, parce que ce sont autant de points de vue sur un monde dont nous héritons, avec ses injustices, avec ses moments prestigieux. Et c'est la pluralité des perspectives sur ce monde qu'il s'agit de représenter, de rendre visible, audible dans l'espace public, même dans les démocraties contemporaines. Alors vous évoquiez les Grecs, le souci d'une certaine objectivité dans l'histoire. Le mot, on peut discuter, impartialité. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle cite volontiers Thucydide comme ayant tenté de donner plusieurs versions d'un événement, d'être très respectueux, y compris du point de vue adverse. Je vous propose d'écouter un extrait de La condition de l'homme moderne de 1958, où elle parle justement à la fin de l'extrait de Thucydide. La vie de la police, dans une mesure incroyablement grande, consistait en discussions entre citoyens. Dans ce parler incessant, les Grecs découvrirent que le monde que nous avons en commun est habituellement considéré d'un nombre infini de situations différentes, auxquelles correspondent les points de vue les plus divers. Dans un flot d'arguments tout à fait inépuisables, tels que les sophistes en présentaient aux citoyens d'Athènes,
Le grec apprenait à échanger son propre point de vue, sa propre opinion, la manière dont le monde lui apparaissait et s'ouvrait à lui, avec ceux de ses concitoyens. Les Grecs apprenaient à comprendre, non à se comprendre l'un l'autre en tant que personne individuelle, mais à envisager le même monde à partir de la perspective d'un autre Grec, à voir la même chose sous des aspects très différents et fréquemment opposés. Les discours dans lesquels Thucydide fait s'énoncer les positions et les intérêts des partis en guerre demeurent un témoignage vivant du degré extraordinaire de cette objectivité. Je sais que vous aimez ce texte, vous nous l'avez suggéré, Barbara Cassin. J'ai juste fait une petite erreur. Ce n'est pas dans la condition de l'homme moderne, mais dans le concept d'histoire. De la crise de la culture. Volume traduit en français, La crise de la culture. Donc c'est un texte de 1954. Oui, c'est ça. C'est Peu avant la condition de l'homme moderne. Je vous écoute pour le commenter. Ce texte, pour moi, il est complètement essentiel. Arendt est l'une des rares philosophes à prendre le mot sophiste dans le bon sens, avec Hegel. Et à le prendre dans le sens que ça doit avoir, c'est-à-dire la possibilité non pas de chercher une vérité unique, mais de mettre ensemble des points de vue et de pouvoir changer de point de vue. C'est ce que font les sophistes, c'est ce que fait Gorgias, par exemple, quand il fait l'éloge d'Hélène, cette garce, cette salope qui a suivi son amant, etc. Bon, donc, voilà. Bon, donc, pourquoi Parce que voilà, je pense aux auditeurs qui ont peut-être, pour ceux qui ont fait de la philo en terminale, entendu que Platon détestait les sophistes, qui n'aimaient pas la vérité, qui étaient des démagogues. Oui. D'où vient que la vision platonicienne est à ce point triomphée? Mais parce que, d'une certaine manière, les sophistes mettent en péril effectivement la vérité philosophique, y compris chez Aristote. C'est pas seulement Platon qui dit c'est des sales démagogues, etc. Ça voulait dire qu'ils étaient démocrates. Hein. Donc pour Platon, c'était pas très catholique. Oui, il n'aime pas la si démocratie. Non. Mais c'est surtout, et ils venaient d'ailleurs en plus, c'était toujours des étrangers. Ah bon? Toujours? Oui. Les sophistes se baladaient de ville en ville et ils faisaient des discours et ils enseignaient. Et comme dit Hegel, ce sont les maîtres de la Grèce, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils lui enseignent la politique et lui enseignent la parole. Bon, alors moi je me suis beaucoup intéressée aux sophistes parce que, d'une certaine manière, ils permettent de délimiter, de délinéer la philosophie. Et ça, c'est insupportable pour un philosophe, de penser que la philosophie, c'est juste un discours possible, entre autres. Et ça commence avec la mise en question de Parménide, c'est-à-dire du premier grand, on dit philosophe, grec, et surtout, si on est Heidegger, on dit le premier penseur et le seul. Vous pouvez brûler toutes les bibliothèques, mais gardez le petit poème de Parménide. Bon. Donc là, on a une espèce d'attaque forte contre l'être, l'un, qui sont quand même le fond commun, qui représente le fond commun de la philosophie comme telle, l'être et l'un. Alors, ça, c'est Parménide, l'être et l'un, c'est oui, ça, qui est mis en question. Et qui est mis en question dès Gorgias par son traité du non-être, qui dit oui, d'accord, l'être est, oui, c'est parce que tu le dis. Bon. Et si tu avais parlé du non-être, comme moi, je suis en train de faire, ça serait. Voilà. Donc, c'est très, très important de savoir est-ce que la parole... Et vous voyez le lien avec Heidegger, avec Arendt, Heidegger, le rapport entre Arendt et Heidegger. Bon, Heidegger dit « il y a de l'être ». Oui. Bon. Ce qui est, c'est là. Et l'homme est le berger de l'être. Bon. C'est comme ça qu'il interprète Parménide. Il n'a peut-être pas tort. C'est plus compliqué que ça, mais on y reviendra si vous voulez, mais il n'y a pas tort. Et Arendt? Et donc Gorgias dit, l'être existe parce que tu le dis, parce que tu dis que ça est. Donc Gorgias, c'est ça. Et évidemment, c'est très choquant pour un platonicien. Et c'est très choquant aussi pour un aristotélicien, parce que si on donne ce pouvoir-là au langage, à ce moment-là, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on veut? Et c'est ça la question que posent les sophistes, et c'est ça la question
qui fait que Aristote les repousse, non pas seulement hors de la philosophie, mais hors de l'humanité. Carrément. Carrément. Dans le livre Gamma de la métaphysique, c'est-à-dire le moment où il démontre l'indémontrable principe de non-contradiction, il pose l'équivalence suivante. Dire, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est dire une seule chose, la même pour soi-même et pour autrui. Eh bien justement, là, il n'y a plus de possibilité de bouger. La même, une chose et une seule, la même pour soi-même et pour autrui. Autrement dit, quand je te dis bonjour, je te dis bonjour. Mais je ne te dis pas au diable. Ben, justement, si, peut-être aussi. C'est peut-être ça un peu le problème. Peut-être ça un peu la question. C'est que quand je te dis bonjour, je te dis peut-être aussi, dans certains cas, au diable. Le point là, le mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui d'opinion, doxa en grec. Est-ce que c'est l'opinion que réhabilite Arendt en s'intéressant aux sophistes, en s'intéressant au fait qu'on puisse dire une chose et autre chose, et contredire ce qu'on a dit avant, et délibérer, et changer d'opinion soi-même, etc. Est-ce que c'est la doxa que Arendt réhabilite dans la politique ? Si vous êtes platonicienne, vous direz ça. Mais si vous êtes arendtienne, vous direz que ce que vous réhabilitez ou ce que vous faites, qui est à la fois politique et sophistique, c'est le jugement. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien parce que peut-être la phrase la plus célèbre d'un sophiste, c'est celle de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». Et là, il faut un peu expliquer ce que ça veut dire. Dans le Théétète, quand Socrate raconte Protagoras et dit Protagoras dit ça, mais s'il était cochon, il dirait le cochon est la mesure de toute chose. Hein, et puis à ce moment-là, il dit mais si Protagoras était là, il me dirait tu n'as pas honte, Socrate ? Mais si, j'ai honte. Parce que ce que Protagoras veut dire, c'est que toi, il te faut supporter d'être mesure. Autrement dit, à toi de juger. Et c'est cet appel au jugement qui est complètement arendtien. Et qui, si vous voulez appeler ça une opinion, vous êtes platonicien. Si vous voulez appeler ça un jugement, vous êtes arendtien et vous êtes politique. Bon, nous sommes arendtiens puisque le 4e épisode de cette série s'intitulera Arendt et Kant, qui est la figure moderne qu'elle utilise beaucoup pour le jugement, et ça s'appellera la question du jugement politique. Oui. Mais c'est vrai qu'elle réhabilite avec cette notion de jugement, ce qui est méprisé largement par Platon. Je crois qu'elle dit aussi, en parlant de la Révolution américaine, que Madison avait compris que la base, le fondement de la politique démocratique, c'est l'opinion. Elle le dit de temps en temps aussi. Les échanges d'opinions. Les échanges d'opinions. Oui, c'est-à-dire c'est la pluralité des opinions en tant qu'elles s'échangent et qu'elles constituent alors quelque chose comme une cité. Alors, il y a quelques années, un numéro en 2008 de la revue Tumulte, qui s'intitulait Arendt Abroad, c'est-à-dire comment on utilise Arendt en Amérique latine, en Afrique, pour penser des mouvements d'opinion, mais des luttes aussi, où il y a de la pluralité, où il y a des échanges, où il y a du combat, peut-être de l'héroïsme aussi parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, les lectures d'Arendt sont dans ce chemin-là ? Est-ce que c'est bel et bien donc l'opinion, pour le dire dans les mots méprisants de Platon, les engagements dans leur singularité, le fait que chacun soit mesure, comme l'a dit Barbara Cassin, mesure de ce qu'il fait, il juge, et puis on peut juger autrement, après coup, etc. Est-ce que c'est ce type de questions qui intéresse notamment tous ces penseurs de la notion de république aux États-Unis, que vous connaissez par cœur, Sophie Guérard de la Tour, quand ils lisent Arendt ? Alors, effectivement, dans les réceptions contemporaines d'Arendt, notamment dans les courants dits néo-républicains, la lecture dominante consiste à voir Arendt comme une penseuse nostalgique qui regarderait la liberté des anciens avec regret, considérant qu'il faut effectivement s'engager sur la scène publique, professer ses opinions face aux autres, avoir ce courage-là pour être pleinement humain. Et donc, voilà, beaucoup de penseurs néo-républicains contemporains, notamment Philippe Petit, l'auteur de Républicanisme, une théorie de la liberté du gouvernement, considèrent qu'Arendt défend cette conception ancienne de la liberté qui met l'accent sur une conception positive de la liberté au sens où l'être humain se réalise pleinement dans l'activité citoyenne. D'autres lectures font valoir que Arendt n'a absolument aucun fantasme nostalgique à l'égard de la liberté des anciens, mais au contraire
possède une actualité tout à fait importante pour penser les mouvements minoritaires, les luttes minoritaires. Précisément parce que dans ces luttes, il y a ce travail de communication sur lequel insiste Arendt, c'est-à-dire que le jugement dont parlait Barbara Cassin, ça consiste aussi à juger en commun, c'est-à-dire à communiquer son opinion propre pour la rendre commune, la mettre à disposition des autres, et donc certainement pas à s'enfermer du côté d'un point de vue privé, mais au contraire rendre visible, rendre audible cette opinion, enfin ce point de vue propre pour l'articuler à quelque chose de commun. Et ce qui permet cette articulation, c'est le monde, c'est cette table qui est entre nous, qui à la fois relie les citoyens mais les sépare. Et ce monde, quand on l'envisage depuis le point de vue des luttes minoritaires, c'est un monde qui est évidemment traversé d'injustices structurelles liées aux structures de genre, de race, de classe. Et lorsque des groupes minoritaires se mobilisent de façon parfois héroïque, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire mettent en commun leurs opinions pour commencer à faire émerger leur voix, faire entendre leur voix, c'est-à-dire la façon dont ils font l'expérience du monde social, quelque chose comme un public arendtien se met en place et vient enrichir le public plus général. Celui, il va falloir confronter la voix minoritaire à la voix majoritaire. Et dans cette délibération, enrichir la délibération. Donc cette lecture, elle est portée notamment par Ise Onohan, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi par la philosophe américaine Iris Marion Young, qui défend à partir d'Arendt une conception du public qu'elle appelle hétérogène pour rompre avec la conception habermasienne de la délibération qui insiste sur cette orientation vers le consensus où l'argumentation chercherait à mettre d'accord les personnes autour du meilleur argument, contre quoi Young fait valoir au contraire l'importance parce qu'on retombe là dans ce schéma habermasien, comme vous le voyez, dans ce fantasme de l'unité politique, d'un universalisme qui viendrait s'imposer à tous sur le modèle d'une vérité scientifique. Contre quoi Young réhabilite la conception du jugement politique chez Arendt en disant que le jugement politique au regard des mobilisations minoritaires, ça consiste ni plus ni moins à pluraliser les opinions, à pluraliser les perspectives que chacun peut avoir ou chaque groupe social peut avoir sur le même monde, afin justement de prendre acte de l'objectivité de ce monde commun dont nous avons en charge la responsabilité et de prendre en charge politiquement les problèmes qui s'offrent aux citoyens. Barbara Cassin. Oui, c'est évidemment tout à fait juste. C'est-à-dire que la politique, il s'agit, avec la politique, de mettre en commun les paroles et les actions. Bon, point. Elle ne bouge pas de ça. C'est une très belle définition, complètement aristotélicienne. Hein. Elle l'a pris chez Aristote. Et je voudrais aller jusqu'à montrer ce que ça implique. Aristote, puisqu'on y est, a deux métaphores qui ne sont pas des métaphores pour décrire ce que c'est que une démocratie, si vous voulez, oui, ou une politeia, enfin un organisme politique pour de bon. Et c'est des métaphores extraordinaires par rapport au jugement. Il dit d'une part que c'est comme un pique-nique. Hein. Un repas collectif. Un repas collectif, les Syssities, étaient de tels repas collectifs. Donc, mais la vérité, ça se traduit très bien par pique-nique. Chacun doit apporter ce qu'il a. Et si tout le monde apporte des tomates, c'est dégueulasse. Bon, mais ce qui compte, c'est la variété qui va jusqu'au bol alimentaire. Hein. Vous apportez de la salade, c'est très bien, hein, ça fera du bol alimentaire. Bon, ça c'est la première métaphore que je trouve géniale, moi. Dire qu'une société démocratique, c'est comme un pique-nique, c'est vraiment très bien. La deuxième métaphore, c'est le public de théâtre. Un public de théâtre, bon, quand une pièce est vraiment bonne, il faut que tout le public applaudisse, y compris ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui n'ont jamais lu de pièce, ceux qui arrivent au théâtre pour la première fois, ceux qui savent à peine lire et écrire. Bon, voilà. Ça, si tout le monde applaudit, c'est bien. Donc, il faut un tout composite. En prenant le risque du conflit aussi. En prenant tous les risques, voilà. mais du moment qu'il y a un ensemble, une mise ensemble, le conflit sera positivé. Donc, ça veut dire, pour Arendt, lisant Aristote et ayant tous ces points d'appui que nous venons d'évoquer, le vrai respect de la politique, le seul, c'est la démocratie. On ne peut pas, dès qu'on essaye de réduire, d'unifier davantage, de créer plus d'ordre, on est dans quelque chose qui s'apparente à une hostilité à la politique. Il faut voir quel est l'autre modèle
pour Arendt, je crois, à partir de la philosophie grecque. Quel est l'autre modèle alternatif par rapport à Aristote? C'est celui de Platon. Quel est le modèle de la république, de la politeia platonicienne? C'est chacun à sa place. Hein, vous avez un philosophe roi, et puis vous avez éventuellement... C'est comme dans un corps, il y a une tête, et puis après il y a une poitrine, et puis il y a des guerriers, bon, et puis après il y a un ventre, et puis il y a des agriculteurs, et c'est comme ça que ça doit fonctionner, et ça c'est complètement heideggerien. Heidegger a des paroles hyper platoniciennes quand il dit il faut que le philosophe soit vraiment philosophe, il faut que le paysan soit vraiment paysan. Bon, chacun a sa place, et c'est ça qui fait, disons, un monde politique. Eh ben non, pour Arendt, non. C'est pas ça, chacun à sa place, qui fait un monde politique. C'est tous ensemble, et au pluriel, et dans la diversité. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Hannah Arendt, la liberté de philosopher, c'est notre série cette semaine. Elle aurait eu 120 ans cette année. Elle est morte il y a à peine plus de 50 ans. Et cette œuvre continue d'être lue et travaillée. Nous parlons cette semaine de Arendt en dialogue avec Kant, avec Marx, avec Montesquieu. Aujourd'hui, nous parlons de son rapport à la démocratie. Je suis en compagnie de Barbara Cassin et de Sophie Guérard de La Tour. Nous avons évoqué la pluralité qui est vraiment le motif central de la conception arendtienne de la démocratie. Il y a un autre mot qu'il nous faut maintenant mettre en avant, analyser, c'est celui de la visibilité. Le fait d'être visible dans l'espace public, ce n'est pas rien. Et elle le dit dans un passage de La condition de l'homme moderne, son livre de 1958, qui est étonnant. Elle rapporte une anecdote de la Rome impériale. On l'écoute. Une anecdote de la Rome impériale rapportée par Sénèque peut montrer à quel point on jugeait dangereuse la simple apparence publique. On avait proposé au Sénat de décréter le port d'un uniforme pour les esclaves, pour que dans la rue, on puisse immédiatement les distinguer des citoyens. La proposition fut repoussée comme dangereuse, les esclaves, en se reconnaissant, pouvant prendre conscience de leur puissance virtuelle. Les commentateurs modernes ont penché naturellement à conclure de cet incident que le nombre des esclaves devait être énorme à l'époque. Or, cette conclusion était fausse. Ce que le surinstinct politique des Romains jugeait dangereux, c'était l'apparence en tant que telle, indépendamment du nombre des gens. On est à Rome, on n'est pas en Grèce, dans cette anecdote où les esclaves, on se dit qu'ils pourraient être habillés pareil, et ainsi on les reconnaîtrait, mais précisément, ça créerait peut-être une force politique visible. Intéressant problème. Ça pourrait être en Grèce parce qu'il y a des esclaves aussi en Grèce. Mais Barbara Cassin va nous expliquer dans un instant, si j'y tiens beaucoup, ce que Arendt doit d'une certaine façon aux Grecs et aux Romains respectivement. Mais le problème de la visibilité dans l'espace public, Sophie Guérard de La Tour, est un problème majeur en philosophie et en sociologie contemporaine. On a même inventé un nouveau mot, un peu jargonnant, je ne vous cache pas, mais bon, c'est comme ça, le fait qu'on invisibilise certaines minorités et que l'un des combats pour la reconnaissance, qui est aussi un mot à la mode, on va peut-être pas aller vers toutes les racines philosophiques de ce mot qui vient quand même de Hegel, et qui est remis au goût du jour, c'est vraiment l'enjeu d'être visible. Est-ce que vous pensez que là, Arendt a touché quelque chose d'important, sachant que dans nos espaces publics, il y a une partie très importante, celle des réseaux sociaux, où justement les gens ne sont pas visibles, où ils peuvent même se cacher derrière l'anonymat. Donc il y a quand même vous voyez, il y a quelque chose de tendu autour de ce problème de la visibilité. Alors j'ajouterais au néologisme de l'invisibilisation, celui de la silenciation, donc, qui montre justement... Encore une couche de mots étranges, oui. Mais qui justement est très arendtien, parce qu'être visible pour Arendt, c'est aussi être audible. Les deux sont vraiment étroitement liés, parce qu'on est visible sur la scène publique, celle
qui est l'espace commun dans lequel on pourra débattre de nos problèmes communs, puisque le public chez Arendt a toujours cette double dimension, hein, les problèmes communs dont il faut débattre parce qu'ils sont ceux de notre monde, et le fait de le faire dans un espace où nous sommes visibles, nous sommes sous les yeux des autres et nous pouvons nous exprimer devant eux. Donc là, je pense que dans les luttes contemporaines, on retrouve ce double aspect. C'est vrai que ça a été très étudié. Il y a notamment les travaux de Miranda Fricker qui l'ont bien conceptualisé avec ces notions d'injustice épistémique et notamment l'injustice testimoniale qui consiste pour une personne qui justement est disqualifiée socialement en raison de son apparence phénotypique, de son sexe, de sa classe, ne sera pas prise au sérieux. Son témoignage ne sera pas entendu, ne sera pas écouté. Et toutes les luttes minoritaires cherchent à neutraliser ces problèmes d'invisibilisation ou de silenciation en justement en s'unissant, en faisant porter sa voix et puis aussi en prenant conscience individuellement que les problèmes que l'on vit en tant que personne sont des problèmes politiques. Hein. C'est le slogan des féministes, le personnel et politique. Échanger entre femmes sur les difficultés et les injustices que vivent les femmes, ça a été le point de départ de la prise de conscience féministe et de la possibilité de faire porter une voix féministe dans les débats publics. Donc, en ce sens-là, il y a effectivement un rôle extrêmement important de la visibilité. Ce n'est pas un hasard si Arendt a été relue et jugée inspirante par des philosophes comme les néo-républicaines, Onohan, ou comme la philosophe démocrate radicale Iris Young, dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que ces philosophes trouvent chez Arendt une façon de penser le caractère constitutif de l'apparaître devant les autres. C'est-à-dire qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure en parlant du modèle de la police athénienne et de la démocratie athénienne, mais il est faux de croire qu'Arendt valorise ce modèle de la police parce qu'elle serait donc nostalgique d'un citoyen vertueux dont toute la vie consisterait à s'investir dans les affaires publiques. Si elle insiste tant sur l'importance d'apparaître en public, c'est parce que c'est quelque chose de constitutif de notre être en commun, de notre partage du monde. Et donc ça ne se limite pas à la sphère privée, qui relève pour elle essentiellement du travail, hein, du domaine de l'action humaine qu'elle qualifie de travail, donc répondre aux besoins fondamentaux de notre espèce en tant qu'espèce biologique. Ça n'est pas non plus uniquement ce que les libéraux mettent en avant, à savoir la défense des droits individuels. Hein. Donc la politique ne peut pas se réduire au fait de protéger la sphère privée, de protéger les droits individuels. Elle suppose aussi que l'on puisse apparaître en public pour débattre en commun, juger en commun des problèmes qui sont les nôtres. Et le concept que ces philosophes contemporaines mettent en avant et qui est en fait chez Arendt, c'est le concept d'interdépendance. Ce qui fait que nous avons à débattre en commun de nos problèmes, c'est que ce monde dans lequel nous vivons, dont nous héritons d'une certaine histoire, ce monde, il tisse des liens entre nous qui nous rendent interdépendants. Et donc, c'est communiquer nos opinions face aux autres, c'est pour prendre en charge collectivement les problèmes qui naissent de cette interdépendance. Barbara Cassin, sur cette question de la visibilité dans l'espace public, une chose très importante pour Arendt, à tel point qu'elle faisait peur le jour où quelqu'un s'est dit « Tiens, on va habiller les esclaves tous de la même façon. Attention, ils risquent d'apparaître comme une force visible politique. » Ce n'était pas l'objectif. C'est un peu complexe, cet exemple. Il y aurait beaucoup à dire. Je vous laisse dire ce que vous avez envie. Ce que j'ai envie de dire déjà, d'abord, c'est qu'il y a un terme pour dire la sphère privée en grec, c'est idiot. Hein. Idios, propre, ça veut dire sphère privée par opposition à koinos, sphère publique. Donc on est idiot quand on est privé. C'est tout, on est privé de tout. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Si vous voulez, elle est atrocement grecque là-dedans. Hein. Alors après, pour les esclaves, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que on s'en est jamais sorti de l'idée qu'il n'y aurait pas eu de Grèce, de démocratie grecque, ni non plus d'ailleurs de République latine ou d'Empire latin sans les esclaves. On s'en sort pas de ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par « on s'en sort pas » ? On s'en sort pas. Comment c'est possible que pour la démocratie, il faille des invisibles et des souffrants, des conquis, enfin des... Puis comment a-t-on pu tant penser la liberté, oui, tout en ayant des esclaves, quoi. Oui, comment est-ce que c'est possible de tolérer ça et de ne jamais penser qu'on est en train de se contredire. Est-ce que l'esclave est un homme ? Oui, quand même, dit Aristote. Ah, il dit comme ça ? Non, pas tout à fait, mais à peu près ça. Il dit oui, vous voyez bien, il parle, quoi. Bon.
Et oui, c'est un homme. Bon, est-ce que c'est un homme comme nous? Il y a des esclaves par nature. Cette idée-là, moi je travaillais là-dessus chez Aristote, c'est une idée quand même qui nous paraît absolument monstrueuse, Oui. les esclaves par nature. Ceux qui sont esclaves comme ça parce qu'ils ont été conquis, parce qu'ils ont été vaincus, c'est pas trop grave, hein. Mais ceux qui sont esclaves par nature, c'est quoi? Bon. Et il y a des mots atroces pour les décrire en grec. Le mot banosos, par exemple, ce qui veut dire contrefait. On ne sait pas s'il est banosos parce qu'il a trop porté, il a trop fait de travaux physiques, ou bien s'il est banosos et puis c'est pour ça qu'il est esclave. Mais c'est atroce. Je veux dire, il faut bien comprendre que... c'est pour ça que je dis on ne se sort pas comme ça de la démocratie grecque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait aux femmes, qu'est-ce qu'elle fait aux esclaves. Et les Romains? Alors, les Romains, il y a un peu la même chose, mais avec un autre type de conscience quand même de la chose. Et les Romains, ils n'étaient pas meilleurs pour les esclaves. C'est-à-dire que je crois que pour les Grecs comme pour les Romains, mais alors je ne suis pas tout à fait sûre de moi, mais il y a une chose, moi, qui m'a horrifiée, c'est que on n'acceptait jamais le témoignage d'un esclave comme ça. Il fallait le torturer. Ouais. Parce que comme c'était l'homme d'un autre, il fallait... le désengager de cet autre et par la souffrance. Donc, on parlait tout à l'heure... Pour que son témoignage soit jugé recevable. Recevable, voilà. Ouais. Pour que ça soit recevable, il fallait le torturer d'abord. Bon. Et ensuite, on voit, peu importe, il devait dire la vérité, enfin, il devait dire ce qu'il savait, parce que, voilà. Donc Arendt s'intéresse à ça, puisqu'elle elle raconte cette anecdote. Et donc oui. Mais par ailleurs, au-delà de cela... il y a son rapport à Rome. Oui. Il n'y a pas que la Grèce. Bon, moi, j'ai toujours pensé qu'un des points les plus importants dans son rapport aux Romains, c'était que ces gens-là avaient inventé les musées. Elle le dit très clairement Oui, c'est vrai. dans la crise de la culture. Oui. Les Grecs étaient très attachés à la création poétique et artistique, mais ils ne stockaient pas, si j'ose dire, Oui. pour les montrer, les objets. Ils n'ont pas créé les musées. Ce sont les Romains qui ont créer cela. Et comme tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Sophie Gérard de la Tour, c'est très important pour Arendt le sentiment esthétique, de cultiver le goût. Nous en parlerons longuement dans le 4e épisode sur le jugement de cette série. C'est très important de cultiver le goût esthétique. Ça a à voir avec cultiver le goût en politique, c'est-à-dire le jugement politique. Donc j'ai l'impression que c'est sa dette principale. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Et puis surtout, il est fort possible que j'oublie d'autres dettes. Et donc, je demanderai à Barbara Cassin de préciser, d'après elle, ce qu'elle voit du rapport d'Arendt à Rome. Alors, il me semble qu'un aspect important dans le rapport d'Arendt à l'héritage romain, c'est tout ce qui valorise la fondation. Voilà. L'importance pour les Romains de la fondation de la Urps, de la cité de Rome. Et qui est notamment magistralement incarné par cette institution du Sénat. Les sénateurs, ce sont les mayores, les plus anciens, ceux qui sont les plus proches de ce moment originel de la fondation et qui transmettent aux générations futures ce souvenir. Et ça, c'est extrêmement important et ça peut expliquer aussi pourquoi Arendt est susceptible de lecture conservatrice. C'est que pour Arendt, il n'y a pas de liberté politique, comme on l'a vu, sans un théâtre dans lequel apparaître. Et ce théâtre, il est lié à ce monde commun, à tout ce qui a été hérité de ce que nos ancêtres ont fait avant nous, et notamment de cet espace politique et de l'ensemble des institutions républicaines. Et donc, il s'agit de les conserver. Ce qui donne une petite pente conservatrice à la pensée d'Arendt, parce qu'il faut conserver ces institutions, mais ces institutions, ce sont celles de la liberté. Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, évidemment, ce sont aussi des institutions très inégalitaires, qui sont prémodernes, qui s'ancrent dans l'idée d'une inégalité naturelle des êtres humains. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'Arendt aussi a suscité des réserves chez les penseurs libéraux, qui ont vu quelqu'un qui était quand même un petit peu ambigu. Sa passion pour les anciens était quand même quelque chose de suspect à leurs yeux. Mais Arendt ne prétend pas ressusciter en tant que tel les anciens et appliquer leur modèle inégalitaire aux démocraties contemporaines. Ce qu'elle fait quand elle se réfère aussi bien aux Grecs qu'aux Romains, c'est vraiment d'exhumer des expériences oubliées, des expériences de la politique qui ont été recouvertes par la tradition philosophique et celle sur laquelle nous avons ouvert l'émission, moniste, unitariste, homogénéisante. Et donc, il s'agit vraiment d'exhumer des expériences sans évidemment les considérer comme une sorte de programme politique de programme institutionnel qu'il faudrait remettre d'actualité. Donc c'est exhumer ces expériences, l'importance de la visibilité publique, de partager, de mettre en commun ses opinions, et cela se fait dans un espace
public qu'il faut protéger, qu'il faut transmettre. Il y a aussi des très beaux passages d'Arendt dans la crise de l'éducation sur cette idée que toute éducation doit être conservatrice. Ça a suscité beaucoup de lectures conservatrices d'Arendt, ce texte. Mais ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il faut transmettre la signification culturelle de ce dont nous héritons, et notamment ce que vous évoquez, les œuvres d'art. Le jugement de goût, il se forme aussi parce que nous avons goûté plusieurs choses, nous avons appris à comparer, à en discuter avec les personnes, et tout ça, c'est une éducation, mais qui suppose vraiment cette responsabilité que nous avons à l'égard du passé, nous dit Arendt, c'est-à-dire de transmettre les clés, les codes qui permettent aux jeunes, aux nouveaux, comme elle dit, les nouvelles générations qui arrivent, d'inventer, de comprendre, mais d'inventer de nouvelles choses dans un espace qui est déjà là, et dont ils doivent comprendre les soubassements culturels. Barbara Cassin. Oui, je suis d'accord avec tout ça, tout à fait. Ce que les Romains apportent, par différence avec les Grecs, c'est la notion de patria, la patrie. Ça, c'est les pères. Et donc, ils héritent, évidemment. Et les Romains sont les premiers héritiers, puisqu'ils héritent des Grecs, et ils le savent. Et ils en font quelque chose. Je veux dire, Virgile réécrit l'Odyssée, ou l'Iliade et l'Odyssée. Donc, ils héritent et ils transforment. Bon. Mais c'est cette notion d'héritage et de patrie qui est typiquement romaine et absolument pas grecque, évidemment. Il faut la deuxième génération pour ça. Et eux, c'est la deuxième génération. Alors, voilà, ça me paraît tout à fait essentiel. Et évidemment, par rapport au jugement de goût, oui. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire pour nous, c'est que le jugement de goût est aussi politique. Oui. C'est-à-dire que juger, c'est politique, c'est même la seule faculté politique. Et alors, Arendt a une phrase, elle traduit une phrase de Thucydide assez génialement. Elle dit « Le goût débarbarise le monde du beau ». Bon, c'est-à-dire le goût permet qu'on s'approprie ce qui n'est pas à nous, le débarbarise, approprie le monde du beau. Et le jugement de goût devient une faculté politique comme les autres. Military man don't test power. Them no one leave leadership alone. Even in this democratic setting, them still they manipulate they go. These master coup plotters, fathers of corruption, we they watch their show. Vous écoutez Femi Kuti, chanteur du Nigeria, fils de Fela Kuti, le créateur de l'Afrobeat. Et cette chanson s'appelle Demilitarize Democracy. Je vous remercie beaucoup, Sophie Guérard de La Tour et Barbara Cassin. Vos analyses étaient lumineuses, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, ce matin sur Arendt et la démocratie.